Bonsoir à tous. Donc il s'agit de la première rencontre qu'on organise avec Actes Sud. Donc on est vraiment ravis d'avoir pu organiser ces trois rencontres. La première est ce soir. Ensuite suivront le 1er octobre une rencontre avec Marc-André Sellos et le 8 octobre avec Jacques Capla. Donc trois rencontres qu'on organise dans le cadre de cette exposition que vous avez certainement vue, en tout cas je vous encourage à voir, qui est juste à côté de nous, Paysan Designer, l'agriculture en mouvement ou un art du vivant, de sous-type pour en tout cas vous convaincre de venir la voir. Ce soir, on reçoit Émilie Rousselou, donc du domaine du possible. Elle est exactement directrice de l'Université du domaine du possible. Elle est aussi co-créatrice avec Franck Lépinet de la ferme Spiruline Arc-en-Ciel, donc elle est agricultrice, et elle est membre du comité scientifique de l'exposition, donc qui se tient actuellement au musée. Et Xavier Poux, qui est ingénieur agronome, docteur en économie rurale, et qui est à l'origine de ce projet dont on va parler ce soir, le projet TIFA. Alors TIFA, un acronyme, comme il y en a beaucoup dans ce domaine-là, un acronyme qui veut dire 10 Years for Agroecology, donc 10 ans pour l'agroécologie, qui est en lien avec l'IDRI. Alors l'IDRI, encore un acronyme, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Donc là, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Il est chercheur associé de cet institut depuis 2016. Cette rencontre n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de la Fondation Prima et on les remercie chaleureusement. On bénéficie aussi de la collaboration de la librairie Mola, qui est ici présent et qui pourra vendre l'ouvrage que l'on présente aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. Donc on remercie vraiment chaleureusement Xavier et Émilie d'être venus jusqu'à Bordeaux. On va présenter donc cet ouvrage, Demain une Europe agroécologique, que Xavier Poux a coécrit avec Pierre-Marie Aubert, un ouvrage qui vient juste de paraître, donc vraiment tout frais, dans la collection Domaine du possible, une collection qui est déjà très riche et qui continue de s'enrichir, qui est donc une collection qui est également soutenue par la Fondation Prima. Donc ce soir on va parler d'agroécologie, vous l'avez compris. L'agroécologie c'est un mot valise, un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais dans les grandes lignes, on va dire, ça se présente comme une alternative à l'agriculture conventionnelle, qui est basée sur cette agriculture conventionnelle qui, comme vous le savez, est basée sur l'artificialisation des cultures, par l'utilisation d'intrants de synthèse, d'énergie fossile, alors que l'agroécologie, elle promeut des méthodes qui valorisent la diversité biologique et les processus naturels, cycle de l'azote, du carbone, de l'eau, autant de choses dont on va parler. Donc cet ouvrage, c'est le scénario TIFA. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est vraiment à Xavier de présenter tout ça, mais c'est vraiment une étude très riche, une étude novatrice, convaincante, qui montre que l'agroécologie, c'est pas seulement sur des petites surfaces, c'est pas seulement des petites échelles, c'est possible à grandes échelles et à l'échelle européenne. Voilà, il va vous parler de tout ça en discussion avec Émilie, qui elle aura évidemment un regard pratique sur tout sur ce scénario TIFA et sur les méthodes agroécologiques qui peuvent être développées à une échelle à l'échelle des grandes fermes. Voilà, on démarre. On démarre. Et Xavier, je te donne la parole. Merci beaucoup Étienne. Donc, on a déjà dit un petit peu sur... je vais vous dire un mot sur ce 10 Years for Agroecology. Donc c'est un scénario qui envisage le passage à l'échelle d'une agriculture européenne qui serait 100% agroécologique. Alors un mot, pourquoi on s'est posé cette question? Moi, ça fait 30 ans que j'interviens sur des projets locaux qui ressemblent à ce que vous pouvez voir dans l'expo, à savoir des expériences qui, sur le terrain, montrent qu'il y a des agriculteurs qui font des choses absolument super en matière d'écologie, d'environnement, de production tout ensemble, etc. Et puis, ça fait 30 ans, hélas, que ce qu'on voit, c'est que ces expériences, elles ont du mal à monter en échelle. Et je pense que vous avez tous entendu parler de la montée en puissance de l'agriculture biologique qui se développe très fortement en Europe et en France. C'est des croissances à 2 chiffres. C'est aujourd'hui près de 10% de la surface agricole de la France. Donc c'est d'une certaine manière, enfin c'est pas d'une certaine manière, c'est un vrai succès. Et puis dans le même temps, peut-être des chiffres dont vous avez entendu parler aussi sur l'augmentation de l'usage des produits phytosanitaires. Donc on a les deux en même temps. On a l'impression que oui, l'agriculture
biologique se développe sous une logique de grosse niche, on va dire, pour un marché un peu segmenté. Pour le dire vite, on s'adresse aux bobos, c'est la question qu'on se pose tous. Et puis à côté, il y a cette agriculture industrielle. Quand on va dans des supermarchés, on voit quand même que les rayons de supermarché restent très achalandés, très fournis par cette agriculture encore industrielle. Et cette question, on se la pose dans un contexte qui est hyper d'actualité, je pense que vous l'avez aussi tous en tête, c'est celui de toutes les interrogations qu'on a par rapport à ce qu'on appelle la sixième extinction biologique, et d'une manière beaucoup plus triviale, beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté, ceux qui ont les cheveux d'à peu près de la même couleur que moi verront tout à fait de quoi on parle. Et avant, quand on faisait 2 heures de voiture, il fallait s'arrêter toutes les heures pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait plein d'insectes dès qu'on traversait une campagne. Maintenant, il n'y a plus d'insectes. Et on peut traverser la France littéralement en faisant marcher une fois ses essuie-glaces si ça va peine. Donc ça, c'est quand même des indicateurs qui font un peu froid dans le dos. Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'attriste profondément de faire ces constats. Je pense qu'on a tous ces constats très intimes de choses qu'on voyait dans la campagne, qu'on voyait dans des paysages, qu'on ne voit plus, et qui sont liés à une forme de développement de l'agriculture. Donc, TIFA, c'est de se dire, bon, est-ce que ce destin d'une agriculture qui est de plus en plus duale, etc., où on a des espaces on a l'impression que c'est des îlots dans un océan de médiocrité et de perte de biologique, est-ce qu'on peut envisager quelque chose d'autre, où ce passage à l'aisselle, et où quand on fait cette agriculture biologique, ou quand on fait cette agroécologie, même si on n'a pas forcément le tampon agriculture biologique, on pourra peut-être revenir là-dessus, est-ce que quand on fait cette agriculture alternative qui bosse avec la nature, est-ce qu'on est forcément un traître à la cause de la production agricole, de l'alimentation? Est-ce que j'ai parlé des bobos? On voit tout de suite cette question de si on produit moins, l'alimentation va coûter plus cher, donc c'est pas sympa pour les gens qui ont moins de revenus, etc. Donc poser cette question, qui est quand même une question extrêmement sérieuse. Donc la première question à se poser, c'était de se dire, est-ce qu'il y a assez de production si on adopte une agriculture écologique? Alors, cette question, on l'a abordée, je vous ai dit, ça fait 30 ans que je bosse sur cette question. En matière d'agriculture et d'environnement, ça fait 30 ans qu'on nous sert une soupe, excusez-moi de le dire comme ça, qui est, on va maintenir un niveau de production très élevé tout en faisant de l'environnement. Dans le jargon, l'INRA parlait de l'agriculture à double performance, c'est-à-dire à la fois forte productivité et environnement. Ça fait 30 ans qu'on voit que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous gardez cet impératif de production comme une norme absolument à atteindre, eh bien, vous allez réduire un petit peu certains impacts environnementaux, mais par rapport à vos insectes sur votre pare-brise, vous ne les reverrez jamais si vous êtes dans ce paradigme. Donc, on a pris les choses à l'envers en disant, ce qu'on constate, c'est que dans le contexte européen, alors je parle bien du contexte européen qui est celui de TIFA, si on était en Afrique ou dans des pays tropicaux, l'histoire serait différente. Moi, je parle pour l'Europe. Dans le contexte européen, si on veut vraiment avoir une agriculture qui prend en compte les enjeux environnementaux, d'écologie, de biodiversité, puisque c'est notre point de départ, on en aura peut-être sur le climat, il faut pouvoir envisager effectivement une baisse de production unitaire comme l'agriculture biologique le montre. Une fois qu'on dit ça, c'est un peu compliqué, parce que, ok, on va baisser la production. Alors, tout de suite, vous avez des tas de publications. Si vous vous intéressez à la question, vous allez voir peut-être des titres dans les journaux. L'agriculture biologique ne pourra pas nourrir le monde. Et vous avez des tas de publications qui sortent régulièrement là-dessus. Alors, l'équation est très simple. C'est vous baissez la production, vous maintenez le niveau de consommation tel qu'il est. Effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir qu'en 3 minutes, ben oui, effectivement, ça passe. Donc, il y a autre chose dans l'équation qu'on a pris en compte dans TIFA, qui est l'évolution de la consommation alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange dans notre assiette? Et donc, là, on s'inscrit dans des tas de réflexions qui sont faites justement sur le climat, sur la santé aussi, qui sont d'envisager une réduction de la consommation des produits animaux. Donc, quand on dit produits animaux, on voit tout de suite la viande, mais c'est aussi les produits laitiers. On pourrait parler du poisson, c'est un petit peu à part, mais bon, voilà. Donc, en diminuant la consommation de produits animaux, là, le champ des possibles s'ouvre considérablement. Un chiffre pour comprendre les enjeux, 2/3 des céréales qu'on produit en Europe, les 2/3, c'est pour nourrir des animaux. Donc, si vous réduisez un tout petit peu
la consommation d'animaux, vous libérez considérablement la pression, si je puis dire, la demande qui est faite sur cette production de céréales. Donc, dans TIFA, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé une correspondance entre l'évolution d'un régime alimentaire, l'évolution d'hypothèses aussi sur ce qu'on gaspille ou pas, mais on n'a pas trop poussé le curseur là-dessus parce qu'on voulait plutôt avoir une démonstration agronomique, hein, donc, et puis une évolution de la production agricole. Et donc, la valeur ajoutée de notre étude, ça peut paraître un petit peu technique, un peu techno, et c'est quand même des questions que tout le monde va se poser assez vite, c'est est-ce que ça passe, entre guillemets, est-ce qu'on va produire assez par rapport à ce changement de régime alimentaire? Et donc, c'est un peu étonnant de le dire, mais on est la première étude à avoir posé cette question de cette manière-là à l'échelle européenne, et on l'a fait, on en parlait avec Florence Rossetti de la Fondation Prima, bon, on l'a fait avec un board scientifique, je peux vous dire que c'est un travail qui a des sauts scientifiques, et la réponse est oui, alors moyennant quand même pas mal d'hypothèses, pas mal de conditions, notamment sur la production alimentaire, mais oui, on peut s'engager déjà sur le principe dans une transition écologique et alimentaire sans être irresponsable d'un point de vue de la production et de la consommation alimentaire. Mieux même, ça c'est un résultat qui est très important, autre chose que je pense peu de gens savent, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous avez la vision, en tout cas beaucoup de personnes ont cette vision d'une Europe qui produit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'engrais, etc. Et donc qui a une vocation un peu naturelle à nourrir le monde avec ces montagnes de blé qu'on va produire et qu'on va exporter pour nourrir l'Afrique, pour nourrir notamment l'Afrique ou les pays en crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé des 2/3 des céréales qui servent à nourrir les animaux, essentiellement les animaux hors sol européens, donc les porcs, les volailles, un peu les vaches, mais beaucoup nos animaux industriels. Et pour nourrir ces animaux, vous avez aussi entendu parler du soja qu'on importe. Si vous faites tout le bilan, l'Europe importe plus de calories qu'elle n'en exporte. Autrement dit, l'Europe importe à peu près 12% de ses calories, est déficitaire de 12% de ses calories. Donc ce n'est pas l'Europe qui nourrit le monde, c'est le monde qui nourrit les animaux d'élevage de l'Europe. Ça change complètement l'équation. Et ça met encore plus la pression sur une responsabilité mondiale en matière de sécurité alimentaire par rapport à cette question de notre alimentation, de notre production. Donc voilà, TIFA en gros, si on parle des chiffres et de la modélisation, c'est ce point de départ, cette modélisation originale qui apporte quelque chose un petit peu nouveau dans le débat entre ceux qui disent bah oui le bio ça pourra suffire et les autres qui pourront pas, qui disent non ça suffira pas. Donc on apporte un élément d'objectivation dans ce débat qui nous semble être très important. Bon voilà, ça c'est le cadre. Alors maintenant, on parle ici dans une expo qui parle des paysages, et je voudrais faire le lien entre ce que je viens de vous raconter, les insectes sur le pare-brise de la bagnole, et des paysages. Alors pour commencer, alors je suis désolé, c'est pas, il fait encore un petit peu clair, je n'ai pas parlé suffisamment longtemps pour qu'il fasse complètement nuit, mais là vous avez une représentation de paysage, alors qu'on a fait avec une stagiaire qui est créditée dans le livre, Suzy Pensuet, qui fait aujourd'hui l'école du paysage. Et c'est un paysage un petit peu archétypal qui a été construit à partir d'une photo aérienne actuelle dans l'est de la France, en Lorraine. Et vous voyez les structures agraires. Alors on ne voit pas très très bien, mais vous voyez en gros des grands champs, des parcelles forestières qui sont extrêmement dessinées et voilà, un usage du sol qui est quand même extrêmement à dominante de ce qu'on appelle les grandes cultures. Donc on n'a pas fait la différence si c'est du colza ou du blé, mais dans ces camps-là, vous auriez 3 cultures qui feraient à peu près 90% de l'espace agricole. Donc ce rendu paysager, il a un côté un petit peu naïf, c'est clair, on l'assume, mais il permet aussi, si vous zoomiez, si on avait le détail, vous verriez des camions, des silos, des grandes exploitations, et puis cette production de céréales dont j'ai parlé, qui va aller nourrir pour beaucoup des porcs qui vont se trouver en Pologne, en Bretagne ou en Catalogne ou aux Pays-Bas. Donc voilà ce paysage qui est la résultante d'une politique agricole qui, depuis les années 60, ça n'a pas commencé en 92, mais depuis les années 60, finance d'une certaine manière une production agricole, d'abord à la tonne de blé, et puis depuis 92 à la surface, qui paye des surfaces. Et donc, c'est une politique agricole qui nie complètement la question des paysages,
mais qui construit de fait des paysages, parce que le caractère frappant, ce sont ces grandes parcelles qui sont très mécanisées. Et si je devais résumer, qu'est-ce que fait la politique agricole? Elle donne des aides à des exploitants pour qu'ils puissent assumer leur charge de tracteur, pour acheter des hectares supplémentaires qui leur coûtent cher. Et donc, on finance, on maintient à bout de souffle, hein, je ne vais pas faire un cours d'économie là-dessus, mais en fait, ça maintient juste à bout de souffle les agriculteurs, et c'est pour ça qu'ils sont shootés à la PAC. Si vous retirez des aides PAC, c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils ont construit tout leur équilibre économique sur cette... C'est pour ça que c'est très difficile de faire bouger un tout petit peu ce paquebot. Donc, des aides, de la production, des paysages qui sont construits par ça. Alors, on va passer à la diapo d'après. Donc ça, c'est un paysage qu'on envisage dans le scénario, qu'est-ce que voudrait dire le scénario agroécologique. Donc dans le détail, vous voyez des structures agraires qui sont beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus fines. Là, vous ne le voyez peut-être pas très bien à ce niveau-là, mais on va rentrer dans des diversités de cultures. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on va parler de légumineuses. Donc, ces cultures qui fixent l'azote, et je vais revenir là-dessus. Des cultures cerclées, de l'élevage, des prairies, ça c'est très important. On ne ressent pas très bien avec cette projection, mais vous avez un équilibre. On va retrouver ce qu'on appelle la polyculture élevage. Et là, vous commencez à avoir des insectes hein, sur votre pare-brise. Donc, il y a toujours des camions, hein, c'est pas l'autarcie. Et ça, on pourrait revenir sur cette discussion. Il y a toujours des tracteurs, c'est pas la houe africaine. Mais par contre, ce qui résume un petit peu ce qu'on essaie de résumer dans le bouquin, il y a un chapitre qui s'appelle Medium is Beautiful, c'est-à-dire trouver cet équilibre entre des micro-fermes qui posent quand même une question de viabilité, de type de travail, et cette concentration de fermes qu'on a et qui pose aussi problème. Donc c'est cet équilibre qu'on va retrouver d'ailleurs un petit peu tout au long du bouquin. On n'est ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre, et c'est cet équilibre qu'il faut penser. Donc, des cultures de différents types, des rotations de différents types, des arbres en agroforesterie, etc., qui construisent un paysage agraire. Alors, on va passer à la diapo suivante, ça c'est pour faire plaisir à Florence Rossetti, en particulier, mais pas seulement, qui représente le lien, dans agroécologie, il y a agro, là pour l'instant je vous ai parlé un peu d'insectes, mais je vous ai parlé surtout d'agro, et on va parler un peu d'écologie, moi je trouve ça absolument passionnant. Donc là vous avez en haut un paysage qui ressemble à notre paysage agroécologique, hein, conceptuellement c'est vraiment le même, et en bas un paysage d'agriculture industrielle, conventionnelle, tel qu'on l'a aujourd'hui. Et vous avez des écologues qui ont mis en regard quel est ce qu'on appelle le cortège de biodiversité qui est associé à chacun de ces paysages. Et donc ce cortège, en haut, vous voyez une richesse biologique qui dépend de ce qu'on appelle la pyramide trophique, c'est-à-dire que vous avez à la base des insectes qui nourrissent des oiseaux, qui nourrissent des micro-mammifères, etc. Donc vous avez toute cette richesse que vous allez pouvoir constater. Et puis en bas, vous allez avoir seulement certaines espèces qui vont pouvoir rester. On parle d'espèces ubiquues, c'est-à-dire qu'elles se débrouillent un petit peu partout. Vous avez le renard, vous avez le lièvre, etc. Donc, qui sont des espèces qui sont assez mobiles, donc qui peuvent se débrouiller dans des grands paysages et peuvent aller à un bosquet, à un autre qui sont à 1 kilomètre, ça ne leur pose pas de problème. Si vous êtes un carabe, c'est-à-dire un petit insecte qu'il y a en haut, votre espace de vie, c'est 10 mètres dans votre vie, peut-être. 2 mètres. Donc, si vos 2 mètres, on les détruit, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, il faut pouvoir, dans un paysage agricole, pour avoir toute cette chaîne trophique, il faut avoir tous les petits espaces qui permettent à toutes ces espèces de faire tout leur cycle de vie. Donc, il ne faut pas passer trop souvent la charrue, il ne faut pas arroser de pesticides, il ne faut pas arroser d'engrais, notamment, etc. Donc, voilà ce qui explique pourquoi les insectes disparaissent. C'est parce que ce n'est pas avec des haies et des arbres tous les 50 mètres que vous allez avoir suffisamment d'abris pour avoir tous vos insectes qui n'auront pas de quoi manger toute l'année. Hein. Si vous avez un arbre, il va fleurir à un moment dans l'année et ça va pas suffire. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà. Et dans ces paysages, il y a une composante qui est absolument essentielle. Moi, je vous ai dit que je travaillais sur l'agriculture et l'environnement.
Plus spécifiquement, je me suis intéressé spécifiquement à la biodiversité. Et la biodiversité, en lien avec l'agriculture, dans le contexte européen en particulier, la composante clé, la matrice, c'est la prairie permanente et la prairie naturelle. C'est ça qui explique, pour beaucoup, et qui structure dans les paysages, cette présence d'insectes, etc. Si vous n'aviez que du maraîchage, même bio, etc., vous pourriez avoir une richesse biologique, mais pas aussi riche et aussi forte que celle qui s'est construite dans ces prairies. Pourquoi? Parce que ces prairies, elles sont l'héritage d'une coévolution des paysages agricoles depuis la dernière glaciation. Depuis 10 000 ans, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez de la glaciation sur toute l'Europe. L'Europe, la couche de glace est repartie, et sont arrivés en même temps que les aurochs, les derniers grands herbivores qui maintenaient ce qu'on voit dans les savanes africaines, l'équivalent de systèmes très riches. Ben, vous avez des systèmes pastoraux très extensifs qui sont arrivés, où les aurochs ont été remplacés par des vaches qui étaient encore assez proches des aurochs, des mouflons et des moutons qui étaient assez proches des espèces sauvages, etc. Donc, vous avez eu ce qu'on appelle un régime de perturbation, comme dans les grands herbivores. Si vous êtes écologue, vous parlez de régime de perturbation avec ces animaux qui broutent, qui entretiennent des espaces ouverts. Si vous êtes éleveur, vous dites, mes animaux, ils mangent. Ils mangent dans une pâture. Et donc, ce qui explique que toute une richesse floristique, et là, si vous parlez à des écologues qui vont parler de la directive Habitat, la directive Natura 2000, dans 80% des cas, les espèces qui sont à préserver et qui expliquent les insectes, elles sont dans les prairies. Donc, il faut avoir une pensée spécifique sur les prairies. Alors, les prairies, vous voyez la différence entre celle du haut et celle du bas. La celle du haut, elle ressemble à ce qu'on voit dans la première salle de l'exposition. Vous avez plein de fleurs, et vous avez notamment des fleurs diversifiées, et vous avez des légumineuses dont j'ai déjà parlé, qui fixent l'azote. Et ces légumineuses, comme elles fixent l'azote, alors il faut savoir que l'azote, c'est un élément qui est indispensable dans le cycle de la vie. C'est ce qui constitue, c'est la molécule, c'est la brique de toutes nos protéines. Donc tous nos muscles, notre cerveau, tout ce qui fait l'intelligence de la vie, animale et végétale, ce sont les protéines. Les acides aminés dont on parle, etc. Les sucres, la graisse, c'est un peu le carburant. Mais l'intelligence, c'est les protéines. Donc ce qui rentre, et les protéines, elles sont donc constituées, pas seulement, mais notamment d'azote. Et donc, ce qui rentre comme azote dans un système est absolument essentiel pour expliquer la vie et le fonctionnement de ce système. Donc, quand vous avez naturellement le cycle d'azote, eh bien, c'est certaines plantes, ces légumineuses, c'est pour ça qu'elles font planer à la fois les écologues et les agronomes, elles s'associent avec des bactéries qui leur permettent de fixer l'azote et de faire rentrer dans le cycle de la vie, dans le cycle de ces paysages, là c'est à l'échelle paysagère, cet azote qui est fixé donc ça va dans les feuilles des légumineuses, ça va dans les graines de ces légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, etc. Ou les feuilles, quand vous êtes une vache ou une chèvre ou un mouton, vous allez brouter les feuilles, et donc vous allez ingérer de l'azote, et cet azote, il va être valorisé sous forme de fumier, et il va aller sur les cultures. Donc, deux éléments très importants là-dedans, c'est que, avec ces animaux d'élevage qui broutent l'azote que vous sortez des prairies, vous maintenez ce régime de perturbation dont j'ai parlé, et donc des prairies qui sont relativement pauvres en azote, puisque les animaux le sortent. Quand vous avez un milieu qui est pauvre en azote, ça veut dire que vous allez avoir plein de plantes qui sont en compétition et qui, comme c'est un milieu qui est un petit peu pauvre, eh ben ça va, pas trop pauvre, mais un peu appauvri, ça va créer une diversité d'expressions parce que chacun va avoir son mot à dire pour faire sa place au soleil. Donc vous allez avoir des prairies qui seront riches en plein de plantes différentes. Donc ça veut dire que vous allez avoir des insectes qui vont pouvoir profiter des plantes tout au long de l'année. Donc ça veut dire que vous allez avoir votre pare-brise dégueulasse et que vous allez avoir des oiseaux, etc. Donc c'est très important, cette clé de l'azote. En bas, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez de l'azote industriel qui a été synthétisé depuis le début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, le procédé Haber-Bosch. Et donc, au lieu que ce soit uniquement les plantes et leurs bactéries qui puissent fixer l'azote, ça se fait par de la chimie lourde, très coûteuse en énergie au passage. Et donc vous apportez sur vos prairies de l'azote. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez pléthore d'azote. Qu'est-ce qui se passe? C'est les plantes les plus compétitives qui vont prendre le dessus. Et vous avez littéralement ça, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'une ou deux espèces de plantes qui sont extrêmement pauvres. Pas la peine de vous faire un dessin en matière de biodiversité. Là, vous êtes abeille, vous êtes morte.
vous êtes insecte, vous êtes mort. Donc, le lien entre l'intensité des pratiques et la biodiversité va avoir un lien. Donc, en ce faisant, ça me semble très important d'avoir cette compréhension de l'écologie du paysage, parce que vous voyez le lien entre un fonctionnement écologique au sens fort du terme, et puis la forme des paysages. Évidemment, il y a ce qui fait l'intérêt et la richesse d'un point de vue agroécologique, c'est cette combinaison à la fois de pratiques extensives, à différents niveaux du paysage. Alors là, j'ai pas mis la zone, on pourrait mettre le zoom sur les sols aussi. C'est-à-dire que quand vous avez en bas, encore une fois, des formes d'engrais intensifs, ce qui est vrai pour la prairie, va être vrai aussi au niveau du sol. C'est-à-dire si vous apportez beaucoup d'azote sous forme minérale à un sol, il va s'appauvrir, tous les champignons, tous les mycéliotes, etc., vont être sélectionnés, et vous allez avoir un sol qui va mourir. Autre point qui est très important, et donc je pense qu'on a tous en tête, c'est que si vous apportez de l'azote, encore une fois là-dessus, sur ce type de milieu, vous allez créer des milieux, vous avez des milieux qui deviennent très très pauvres, donc très sensibles aux maladies. Imaginez, vous êtes le petit champignon qui attaque le raie gras, là vous arrivez, c'est open bar. J'ai des centaines d'hectares où je peux y aller, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? On l'a vu cet après-midi dans les vignes, c'est vrai aussi. Ben, vous allez commencer à réguler et vous mettez des phytosanitaires. Et donc vous mettez des phytosanitaires qui vont sélectionner les meilleurs des champignons qui résistent aux phytosanitaires, et vous êtes dans une course à l'échalote et on ne s'en sort pas. Et ça, concrètement pour les agriculteurs, ça veut dire que vous maintenez, juste pour maintenir la production, vous êtes obligé d'augmenter vos charges de phytosanitaires et d'engrais par 3 ou par 4. On retrouve la politique agricole commune qui va payer ces charges. Donc, il y a vraiment un problème aujourd'hui que les agriculteurs, d'ailleurs, commencent à voir de manière extrêmement sensible. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, mais j'espère que, au moins, je suis sûr qu'il y aura d'autres temps de discussion, mais ça me semblait important de vous faire le lien entre cette entrée d'un projet agroécologique, je l'ai juste évoqué, mais on pourrait quand même parler du côté alimentaire. C'est quand même pas rien de se dire que on ne va plus avoir de pesticides, la question des résidus de pesticides n'est plus un souci, enfin bon, je parle déjà au futur, comme si c'était fait, mais n'est plus un souci par rapport à notre alimentation, c'est quand même pas rien. Et d'un point de vue organoleptique, je peux vous dire, alors je vais juste faire une petite incidence, puis après je vais passer la parole à Mimi, parce que on va parler des heures et des heures, mais une vache qui va manger la prairie du haut et la prairie du bas, son lait ne va pas être le même. Et notamment les acides gras, les oméga 3, qui sont extrêmement importants pour notre équilibre, vont être beaucoup plus riches en haut qu'en bas. Donc vous avez, d'un point de vue nutritionnel, vous allez retrouver quelque chose je pense dont on a tous l'intuition, mais c'est que, évidemment, quand vous simplifiez vos paysages, quand vous simplifiez vos agrosystèmes, vous avez aussi une qualité de la nourriture qui devient standard et qui devient extrêmement mauvaise. Donc vous avez ce lien entre les deux. Et réciproquement. Donc le lien entre, on a des dépôts paysages, on a une agriculture saine, c'est pas seulement un fantasme de néo, ce que vous voulez. C'est quand même une réalité qui a aussi des fondements scientifiques. Voilà, j'aurais d'autres planches, mais on va peut-être s'arrêter là. Émilie, est-ce que tu veux prendre? Alors moi j'ai un peu plané, mais... Non, c'était très concret. Écoutez, je vais vous parler en fait du livre pour lequel on vous propose de venir nous voir. En fait, il s'appelle donc Demain une Europe agroécologique. Se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité, qui est donc écrit par Xavier et Pierre-Marie Aubert. Et donc, comme tu l'as présenté tout à l'heure. Mais en fait, ce livre, pour moi, c'est vraiment une étape importante pour ce scénario agroécologique européen, puisque la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a des scientifiques renommés qui nous disent que oui, on peut manger bio en Europe et produire une nourriture suffisante pour tous les Européens, et même au contraire, ce scénario est beaucoup plus résilient et beaucoup plus efficace que l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc, on a émaillé ce scénario scientifique d'exemples concrets de terrain. Moi, je vais vous parler du domaine du possible, mais dans ce livre, vous verrez aussi beaucoup d'autres lieux, exemples d'endroits, de paysans qui pratiquent aujourd'hui une agroécologie pour nourrir les gens de leur territoire. Et donc, voilà, sur le terrain, ou de filières aussi également. Donc, sur le terrain, on y arrive aussi déjà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est sur pourquoi est-ce on est vraiment très content de pouvoir montrer tous ces exemples.
Donc, juste avant de vous parler du domaine du possible, je voulais vous dire une chose, c'est le mot paysan. Parce que là, on est dans une expression qui s'appelle paysan designer. Et je vous remercie vraiment de l'avoir pensé, parce que ça fait très plaisir, de là où je vous parle, que les paysans soient mis en avant comme ça. Et donc, vous savez que dans paysan, il y a le mot pays, et donc ça va avec effectivement le sujet de ce soir qui est paysage. Et alors, être un paysan, c'est quelqu'un qui vit dans son pays, qui façonne les paysages et qui est donc connecté très attentivement avec tous les paysages qui l'entourent et son territoire. Et donc, il vit avec le pays. Pays qui peut être aussi, c'est pas forcément la France, ça peut être le pays local, quoi, les communautés de communes autour de vous. Alors que l'agriculteur, il vit étymologiquement en latin de la guerre, le champ. Donc après, il y a le silva, l'ortus, etc., etc. Mais en tout cas, le saltus. Mais il vit, c'est très intéressant, je vous propose après d'aller dans cette étymologie, et on en parle dans le livre justement, mais l'agriculteur vit uniquement du champ. Et donc, on considère que le sol n'est pas forcément un patrimoine naturel duquel on vit, mais on devient en fait un producteur sur une superficie qui est juste un outil de production dans une logique industrielle. Et donc, on n'a que 1,6% de la population française qui est paysan, parce que c'est un métier qui ne donne pas super envie, duquel on vit très mal. Aujourd'hui, il y a un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. Il y a un suicide d'agriculteurs tous les jours en France. Donc l'agro-industrie, elle nous a emmenés dans un mur, comme à peu près tout le système industriel. Et donc heureusement qu'il y a toujours des paysans. Dans le monde entier, l'agriculture paysanne et familiale est très forte. En Occident, on a vraiment pris très fort le virage de l'agro-industrie. Et donc aujourd'hui, être paysan et être paysanne, c'est vraiment vivre avec son pays et donc redonner du sens à sa vie, maîtriser toute la chaîne de valeur, donc vivre dignement d'un métier qui nous connecte avec les gens, qu'on nourrit. Et donc c'est super joyeux, super heureux. Et tous les paysans qui font ça ont quand même la banane parce que c'est un métier qui a du sens et duquel on peut vivre en créant des paysages magnifiques. Donc voilà, ça c'est... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur pourquoi je suis tellement contente de cette expression qui s'appelle paysan designer. Donc, au domaine du possible, qui se situe à Volpellière, on est aujourd'hui un exemple concret, près d'Arles, dans le sud de la France. On a un exemple concret de passage à l'acte, et en plus sur une grande superficie, enfin relativement grande, puisque donc c'est 136 hectares. Et donc le domaine du possible, c'est à la fois une école. Donc en fait, cette école, elle rassemble des enfants qui vont du jardin d'enfants jusqu'au collège. Donc actuellement, là, il y a eu une rentrée, donc il y a 100 élèves. Le CP est conventionné par l'Éducation nationale et les 4e, 3e sont conventionnés avec l'UNREP dans le ministère de l'Agriculture. Donc cette école est une association, c'est une école privée, payante, qui utilise des pédagogies innovantes, alternatives, plutôt la pédagogie Montessori pour le jardin d'enfants, la primaire, et puis après plutôt la méthode Freinet. Et tout ça est dans une... Enfin, ce n'est pas moi qui parlerai le mieux de l'école, c'est Jean Rakovitch qui est le directeur de l'école, mais tout ça est vraiment fait pour être au service des enfants qui sont considérés comme des enfants chercheurs, et les enseignants sont également des chercheurs, et ils expérimentent au quotidien une manière d'arriver à enseigner en transdisciplinaire, dans la coopération, la bienveillance et la nature. Parce que cette école est donc dans une ferme, la ferme Domaine du Possible, qui donc fait 136 hectares, qui est entièrement certifiée en agriculture biologique, avec du maraîchage, des volailles, un centre d'équitation éthologique, l'élevage de chevaux de Camargue, de l'agroforesterie, des amandiers, des oliviers, du blé, du foin, du sainfoin. Pas de raton laveur? Non, non. Beaucoup d'oiseaux, parce qu'on est donc dans le parc naturel de Camargue, en zone Natura 2000 pour une partie, dans toutes les zones habitat, oiseaux, etc., etc. Et donc, il y a actuellement 8 personnes dans cette ferme. Voilà, j'étais en train de chercher, je retrouve enfin le dernier atelier, qui est la cantine, puisque donc on produit 150 repas bio par jour pour les enfants, les enseignants et les équipes, et les visiteurs. Il y a un centre d'équitation éthologique qui, en fait, il y a des chevaux, et donc l'idée est d'arriver à utiliser le cheval comme médiateur vis-à-vis de l'homme, en fait, et donc de se servir du cheval pour amener notamment les enfants de l'école, les collégiens et nos visiteurs à être vraiment dans une expérience du sensible. Et c'est vraiment très important pour nous d'être dans cette expérience du geste et du sensible.
Et donc cette ferme, c'est moi qui la coordonne, donc avec beaucoup d'humilité parce que c'est quand même un très gros projet et on est tout à fait débutant, bien que le domaine soit en bio depuis les années 70. Mais il y a eu toute une histoire, je vais peut-être pas tout vous raconter, ça fait beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'étapes qui représentent assez l'histoire agricole française, la chasse, l'agriculture conventionnelle, le bio, et puis maintenant une démarche de diversification, de vente en circuit court, de transformation, etc. Et donc je fais la coordination de cette ferme tout en dirigeant l'Université Domaine du Possible, qui est aussi une association et qui est un centre de formation et de recherche. Et en même temps, on fait donc l'expérimentation de ce que l'on propose grâce au domaine et on crée, comment dire, cette ferme, elle nous permet d'expérimenter les pratiques, de capitaliser cette expérience pour la transmettre sous forme de formation. Les formateurs sont quasiment tous des paysans formateurs. Et ces formations, il y a 60% de gestes, parce que souvent dans les formations agricoles, il y a très peu de pratiques. Et donc c'est vraiment ce qui manque, parce que quand on veut passer quand même dans le concret, on a besoin de pratiquer, d'être dans le geste. Et en même temps, donc, on a cette recherche avec une thèse portée avec le CIRAD sur le changement d'échelle en agroécologie. Et un des axes qu'on est en train de développer, je vous en parlerai à la fin parce qu'il y a une slide, c'est le réseau, un réseau européen des grandes fermes et des grands domaines en agroécologie. Alors, on peut passer à la slide d'après. Donc on est vraiment, là je vous ai mis quelques photos plutôt des enfants mais aussi des adultes là, qui sont en haut. On est vraiment dans un lieu qui, on s'appelle assez souvent agriculturel. Donc c'est, je ne vous l'ai pas dit, mais ce projet est porté par les éditions Actes Sud. Ce sont Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani qui sont nos fondateurs et nos inspirateurs et qui vraiment ont envie qu'on ait cette expérience de pédagogique liée à l'art et à la pratique pour montrer que le changement d'échelle en agroécologie c'est possible. Donc on est 30 salariés, je crois que je vous ai donné déjà pas mal de chiffres clés, mais en tout on est 30 salariés sur ces 136 hectares. Ah si vous pouvez juste revenir à celle d'avant, excusez-moi. Voilà, je vous ai tout dit. C'est bon, vous aviez raison. Donc là, on a une vue aérienne sur la droite. Donc c'est le corps de ferme du bâtiment en fait, qui est devenu l'école. Donc il y a 2000 m² de bâtiment. Ensuite, il y a différents modèles de serres, des grandes serres tunnels, puis des petites serres mobiles, comme une des fermes aussi ici qui a des serres mobiles, avec tout ça sur maraîchage sur sol vivant, très diversifié. Il y a 40 variétés de légumes, enfin 40 espèces, pardon, 150 variétés. Tout en semences non F1, non hybrides, etc. Et au fond, une serre solaire qui abrite justement les poules. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en fait un élevage de volailles dans le Volpellière, qui est donc la maison du renard, parce qu'elles sont à l'abri du vent, du soleil, sous une serre solaire qui est tout au fond là, à gauche. Et donc là, vous voyez donc une grande partie du domaine et il y a effectivement de la terre à nu. Et donc c'est la chose qu'on essaie de faire le moins souvent possible. Mais là, on avait vraiment besoin de reprendre cette prairie qui au final était une friche et qui était en train de partir complètement en chardon, comme on peut dire dans l'expression du terrain. Et donc on a ressemé avec tout un mélange de prairies beaucoup plus diversifiées. Et juste sur la droite, en haut, là vous voyez par exemple, on a planté cette année 3 hectares d'amandiers, plantés eux-mêmes en triangle. Et ces triangles sont espacés eux-mêmes de 14 mètres entre les rangs pour pouvoir cultiver. Donc voilà, c'est tout un paysage de l'agroforesterie. Au nord du domaine, il y a des oliviers, des amandiers comme ça aussi. Donc on plante en même temps des haies. Voilà, on est vraiment en train de diversifier et de recréer un paysage beaucoup plus agroécologique. Donc on est, comme je vous l'ai dit, une ferme qui vend en circuit court. Vous pouvez passer. Et une école locale dans cette ferme. Alors locale, donc les élèves viennent en général d'Arles et des communes autour. C'est assez diversifié. Ça va du fils du paysan d'à côté. Donc ça, je suis super contente que le fils du paysan d'à côté vienne. Et puis il y a des gens qui viennent des États-Unis pour mettre leurs enfants dans cette école parce qu'ils trouvent que c'est génial. Donc il y a vraiment une assez grande mixité et originalité. Je crois qu'on peut dire qu'on est quand même un des seuls exemples, en tout cas en France, de cet approfondissement pédagogique de cette ampleur dans une ferme. C'est quand même très rare. Et on a la chance, on sait tous qu'en tant que salarié, on a la chance de participer à ce projet. Donc cette école est toujours dans la ferme. On peut passer. L'université, je vous l'ai dit, coordonne en fait cette ferme comme support de recherche et de formation. Voilà, ça on continue de voir les images. Allez-y. Alors là, on peut prendre un tout petit peu plus de temps. Sur la gauche, voilà ce qui s'est passé
en fait, quand on a créé les planches de culture permanente. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le maraîchage, quand en fait on veut cultiver sur sol vivant, on essaie de travailler le moins possible le sol. Donc là, c'est une des fois où on l'a le plus travaillé sur la gauche, et maintenant on ne le touche presque plus. Si vous voyez dans la salle des outils, il y a les petits outils pour désherber de Neversing Farm, là. Ils sont extrêmement petits, étroits et fins. On est vraiment dans de l'agriculture très précise, et donc on change justement d'échelle, parce qu'en fait on réduit les surfaces de culture, mais par contre on les intensifie. Et figurez-vous que dans la grande culture, il y en a qui commencent à faire la même chose. Ils font des bandes de 12 mètres de blé, puis 12 mètres de tournesol, 12 mètres de colza. Et donc, cette question du changement d'échelle, elle est même sur les parcelles à différentes tailles selon les cultures que l'on fait. Au milieu, bah, c'est notre apicultrice Sophie avec le conservateur d'abeilles noires de Provence. Sur la droite, je vous passerai la logique. Donc là, en bas à gauche, vous voyez justement ces 13 hectares d'oliviers planté avec 14 mètres entre les rangs, avec là du blé. On peut passer. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je vais terminer ce début d'intervention avec ça. C'est une initiative dont on est très fiers, en fait, qui s'appelle le Réseau européen des grandes fermes en agroécologie. Donc cette carte est justement présentée dans l'expo dans la salle des outils. Chaque point que vous voyez sur la carte est un domaine qui fait plus de 30 hectares, certifié en agriculture biologique, avec au moins 2 ateliers de production. Donc quand on a au moins 2 ateliers de production, c'est comme ça qu'on appelle en agriculture, soit par exemple une boulangerie et un atelier de grande culture, ou sinon des moutons et des poules par exemple. Donc quand on commence à avoir 2 ateliers de production, c'est qu'on commence à faire du lien sur sa ferme entre 2 productions, et donc là on commence à rentrer dans une démarche agroécologique. Donc toutes ces fermes, en fait, ce qu'on a envie, c'est de faire vraiment du partage d'expérience, de pouvoir se faire connaître et se connaître entre nous, parce que mine de rien, il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas eux-mêmes, et puis de développer vraiment ce réseau en Europe pour faire un projet de formation Erasmus+, où du coup les gens pourraient aller en compagnonnage sur des parcours pédagogiques guidés pour aller voir ce qui se fait de mieux en Europe et donc passer à la pratique sur le terrain. Oui, je voudrais faire un commentaire sur cette carte en éco-bouquin qui s'appelle « Demain, une Europe agroécologique ». Ça fait un peu, je ne sais pas comment vous avez réagi à ce titre, mais il y a bien ce côté européen qui est important en tant que projet politique. Et dans ce qu'a dit Émilie, il y a une idée qu'on développe aussi dans le bouquin qui est, alors je ne sais pas si vous avez entendu ce slogan qui date des années 80, « Pensée globale, agir local ». C'est-à-dire il y a des grands problèmes. Et effectivement, ce qu'Émilie vous a raconté, c'est un exemple de mise en œuvre de solutions au niveau local, et vous en avez encore une fois plein dans l'expo. Mais ça, tout seul, ça ne suffit pas. Il y a plein d'exemples voilà, au bout d'un moment, on se cogne au plafond de verre. Et donc, à penser global, agir local, il faut la réciproque. Il faut penser une diversité de situations locales et agir à un niveau global qui rend possible l'émergence et la montée en échelle de ces solutions locales. C'est pour ça que cette carte, elle est très importante, d'abord parce qu'elle parle de l'Europe, et que c'est bien à cette échelle européenne que beaucoup d'enjeux dont on parle ont une solution. J'ai parlé de la PAC, mais vous avez des tas de règlements en matière de certification des pesticides, de droits commerciaux, etc., qui font que tant qu'on aura ça, eh bien, le domaine du possible restera un domaine du possible. Donc, c'est très important d'articuler les deux, et cette articulation, encore une fois, ces exemples, ils sont très importants aussi au niveau politique, pour pouvoir dire, regardez, on ne rêve pas tout debout, on a des tas d'exemples, on a des réseaux qui montrent que si on monte en échelle, c'est possible. Donc, pensée locale, agir local, pensée globale, agir local, oui, et la réciproque aussi. Et ça, c'est une idée qui est très importante. Je pense qu'elle est un petit peu moins... je pense qu'on pressent tous qu'elle est très importante. Je pense qu'elle est un petit peu moins portée dans l'exemple où à chaque fois on est sur la promotion de ce qu'on fait de bien, mais il faut pouvoir la placer dans un plus grand schéma. Donc je saisissais l'opportunité de cette carte pour te voler le micro que je te rends. Super. Merci Xavier. Je voudrais juste vous dire, mais après on va vous laisser, peut-être Étienne, des questions. Je voulais juste vous dire qu'en fait cette idée-là,
elle est issue pour moi d'une autre expérience. La fois, on m'a dit, mais au début, on dit que tu es aussi spirulinière parce que tu as co-créé la ferme Spiruline Arc-en-Ciel. T'en parles pas du tout, ça fait bizarre. Non, donc du coup, je pense que je prends quand même 2 minutes pour vous parler de ça parce que là, je représente le domaine du possible. Mais néanmoins, moi-même, j'ai une ferme du coup qui s'appelle Spiruline Arc-en-Ciel qui est basée à Alès. Avec mon mari, en 2013, on a voulu s'installer en tant qu'agriculteur. Et donc, on est aquaculteur. On cultive de la spiruline qui est une cyanobactérie qui a 3,5 milliards d'années. Donc c'est les premiers êtres vivants sur Terre qui ont créé l'oxygène. Et c'est l'aliment c'est le meilleur aliment de lutte contre la malnutrition chronique. Donc moi je l'ai découvert au Burkina Faso parce que dans la première partie de ma vie, en fait, j'organisais des formations et je soutenais des projets de développement à l'agroécologie en Afrique. Et donc je l'ai découvert la spiruline dans un centre de renutrition au Burkina où les mamans... Centre de renutrition au Burkina, ça fait pas trop peur. En vrai, c'est des mamans qui portent des enfants en train de mourir de faim, enfin leur enfant en train de mourir de faim dans les bras et qui vous les apportent. Donc ça, quand vous le vivez une fois, vous l'oubliez jamais. Et donc la spiruline est l'aliment qui renutrit le mieux les enfants, en complément évidemment de beaucoup d'autres aliments, mais c'est celle qui a le plus fort pouvoir renutritif. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et donc ça, c'est une rencontre qu'on n'oublie pas. Et donc après, avec Franck, on a voulu s'installer. Comme on n'avait pas beaucoup de moyens et que s'installer un paysan c'est compliqué et surtout accéder au foncier c'est extrêmement compliqué, et ben, les micro-fermes ouvrent quand même la possibilité d'arriver à s'installer sur de petites superficies. Et donc on s'est dit en plus que la spiruline, donc c'est 400 mètres carrés pour une personne, grosso modo de culture, de 600-800 mètres carrés pour avoir 2 salaires. Donc c'est quand même une culture à haute valeur nutritionnelle avec une très faible empreinte écologique, qui peut se cultiver sur des micro-fermes, qui se vend en circuit court. Et ce qui nous a surtout donné envie, c'est qu'en fait, la fédération des spiruliniers de France, dont aujourd'hui je suis élue, je suis au collège de cette fédération, est en open source. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait est accessible à tous, que nos fermes sont ouvertes à tous internationalement, et que donc on ne dépose aucun brevet, et tout ce qu'on obtient comme information, recherche, ressources, création d'outils, etc., sont ouvertes à tous. Donc alors là, tout le monde dit oui, vous êtes chez les bisounours. Ben non, on est la première filière paysanne de production de spiruline dans le monde. Les industriels viennent nous voir du monde entier parce qu'on est les premiers à avoir écrit le guide des bonnes pratiques d'hygiène de la spiruline au niveau mondial. On est les premiers à avoir déposé le cahier des charges biologiques au niveau européen. Etc., etc. Donc c'est un exemple qui marche de réseau qui se fédère, issu vraiment de la paysannerie et elle-même issue des premières fermes qui ont été faites par des pionniers en Afrique et en Inde. Donc comme d'habitude, je dirais en général, on s'inspire beaucoup des pays du Sud. Et voilà, donc c'est une très belle histoire et c'est vrai que le fait que maintenant je partage ma vie, on va dire, avec le domaine du possible, parce que du coup je trouvais ça hyper intéressant, la question du changement d'échelle. Et du coup, ayant moi-même cette expérience de la micro-ferme, je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce qu'on participe au changement d'échelle. Et ce réseau, pour moi, serait un peu le grand frère, on va dire, de la Fédération des spiruliniers de France. Et donc voilà, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que la solidarité et la coopération dans le monde paysan, avec le vivant et entre nous, c'est la seule voie, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Xavier pour tout ce que vous avez dit, c'est très inspirant. Enfin, j'imagine que vous avez découvert aussi plein de choses. Enfin, nous on n'a pas arrêté de découvrir des choses depuis 2 ans et encore ce soir vraiment des éléments frappants et extrêmement convaincants. Non, je voulais juste revenir sur un aspect du livre qui m'a vraiment frappé, c'est la capacité à articuler en fait plein d'angles différents, et je pense que c'est vraiment l'aspect novateur de cette étude. C'est-à-dire qu'on parle énormément, et on en est tous témoins, d'agroécologie, d'écologie à la télé. Vous avez vu 1000 documentaires, vous avez certainement lu 500 articles comme nous tous. Peut-être pas 500, mais c'est vrai qu'il y a très très peu d'études qui prennent autant d'angles, autant d'aspects en compte, et d'une façon très simple, une articulation de tous ces aspects de façon très très simple. Donc c'est pas seulement l'agriculteur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir une pratique plus vertueuse, c'est le consommateur, c'est les politiques, c'est au niveau santé, au niveau alimentaire, c'est vraiment, et sans arrêt quand on pense qu'un angle est oublié, eh bien tac, ça part d'un côté. Enfin, c'est assez habile.
Et je voulais justement m'arrêter un petit peu sur ce consommateur. Qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, on peut faire? Et ce lien justement avec les labels, on ne l'a pas évoqué ce soir, mais est-ce qu'on peut se fier aux labels? Quel est l'intérêt des labels aujourd'hui? Est-ce que le label bio a encore son intérêt? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Je pense que la première chose qu'on puisse faire en tant que consommateur, avant les labels, j'en ai parlé, c'est la viande industrielle. C'est, au niveau européen, c'est le cœur de ce qui consomme le plus d'aliments. Ça crée des pollutions directement quand vous avez ces porcheries ou ces étables immenses, etc. Et ça induit, par exemple, on est dans le sud-ouest, faut savoir que si on irrigue le maïs et que ça crée tous ces conflits, etc., le maïs, c'est beaucoup pour nourrir ces aliments industriels. Enfin, c'est vraiment... Donc, la première chose à faire, avant les labels, c'est de se questionner sur la viande et les produits animaux qu'on mange. Donc moi, je vais parler juste pour moi, parce que je ne veux pas donner de leçons, c'est vraiment pas la question. Mais maintenant, quand je suis dans un restaurant et que je ne sais pas d'où vient la viande, ben, je prends un plat sans viande si je le peux, parce que, hélas, dans 80% des cas, les restos, on ne sait pas où est sourcée la viande. Alors, ça me permet d'ailleurs de parler d'un autre truc, c'est que je vous ai parlé des prairies qui sont très importantes, etc. Donc, qui dit prairie dit vache ou brebis ou ruminant, etc. Et dans notre approche de l'agroécologie, qui est aussi qu'on va retrouver dans l'agriculture biologique, il y a une part d'animaux qui est absolument indispensable pour boucler l'azote dont j'ai parlé. On a testé une variante végane uniquement. Ben, si on n'a que des véganes, on n'a pas assez d'azote pour compléter tout le cycle dont j'ai parlé. Il faut savoir que 80% de l'azote qui vient, excusez-moi, je vous balance des chiffres comme ça, mais 80% de l'azote qui est ingéré par les animaux, donc qui va retourner aux cultures, etc., il vient des prairies. Donc si on se passe de ces prairies, eh ben, ça veut dire que cet azote, il va falloir le produire comment? Par de la synthèse, et donc on va retomber dans ce que je disais. Donc, cet équilibre, alors ça ne veut pas dire qu'à titre individuel on puisse pas être vegan, c'est une autre question, mais collectivement il faut trouver cet équilibre. Donc premier élément, réfléchir aux produits animaux qu'on consomme, le nuggets de poulet, le machin, etc. Ben, quand on voit qu'on mange que des blancs de poulet ou que des pattes de poulet, il y a un problème. Après sur les labels, bon, il y a toute cette question, moi si on pose la question, franchement, le label bio, il n'est pas idéal. Je pense que c'est quand même le plus sérieux, malgré tous les défauts qu'on pourra y voir. Mais si on a un niveau macro à l'échelle auquel on peut travailler, moi je dirais faisons confiance. Il y a des choses qui sont problématiques, il ne faut pas se cacher. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas une Europe biologique, c'est une Europe agroécologique, pour insister sur des fonctions écologiques, de paysage, etc., qu'on pourrait ne pas voir dans certains pans d'agriculture biologique, mais je pense, voilà. Bon. Donc, pour répondre simplement à la question, le bio, c'est pas mal si on fait attention à pas trop favoriser le bio industriel. Après, je dirais que chacun fait en fonction de ce qu'il va connaître, de ses liens de proximité, etc. Juste, par contre, il y a toute une discussion sur le local qui va pouvoir être extrêmement valorisé. Nous, ce qu'on va discuter, c'est que ce n'est pas un critère qui est si pertinent que ça pour plein de raisons, parce que le local, toute agriculture est locale, même quand vous êtes un gros producteur de porc en Bretagne, vous êtes local. Quand vous êtes un producteur viticulteur qui mettait beaucoup de pesticides parce que vous avez un truc très, très simplifié, vous êtes local aussi. Donc on est toujours le local de quelqu'un. Donc il faut aller un cran plus loin dans des exigences. Alors, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a tout un discours qui fait tout porter sur le consommateur. Et ça, c'est pas audible, en fait, parce que ça met le bobo au centre de l'équation. Encore, je reviens là-dessus, j'ai rien contre le bobo, je pense que j'en suis un, mais je vois bien les limites du raisonnement. Et du coup, ça décharge le politique. Le politique, c'est exactement ce qu'a dit le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, il y avait une aide au maintien de l'agriculture biologique, qui était indispensable dans pas mal d'exploitations, justement, d'élevage, qui étaient un peu limites, etc. Le ministère, il a dit... Moi, je ne vois pas pourquoi j'aiderais le bio, parce que le bio, c'est un marché, c'est au marché de faire le boulot.
c'est un choix qui est politiquement tout à fait discutable, enfin, contre lequel je suis clairement en faux, etc. Et donc je pense qu'il faut aussi mettre la pression sur le politique. Donc on est consommateur, mais on est aussi citoyen, on vote. Et donc il y a une formule que j'aime beaucoup, j'ai oublié, je suis très mauvais en nom, mais qui est: moi je suis prêt à voter pour des gens qui me contraindront à faire ce que je suis incapable de faire individuellement. Autrement dit, c'est un peu compliqué, mais je vais répéter la phrase, c'est-à-dire que moi tout seul, si on me demande de payer plus cher mon kilo de tomates ou mon kilo de viande parce qu'il est bio, ça va être super dur. Je compare mes tomates bio, elles sont à 7 € le kilo, et j'ai de la tomate pas bio, elle est à 3 €, elle est un peu moins bonne, mais enfin c'est à chaque fois à moi de faire l'effort, de me renseigner, etc. Je peux voter collectivement pour qu'il y ait un pouvoir politique qui dise: la question, c'est plus celle-là. C'est plus celle-là. C'est plus, vous n'avez plus à choisir entre la tomate à 3 € qui est mauvaise et la tomate à 7 € qui est bonne. Vous n'avez que de la tomate qui est bonne et qui sera peut-être à 5 € parce que j'aurais mis des aides publiques pour atténuer les coûts. Donc on est consommateur, mais on est aussi citoyen. Donc c'est le deuxième message qui est important. Et encore une fois, c'est sur les deux volets. C'est vrai que sur cette question du local, pas local, ce qui vient d'être dit là, ça interroge quand même pas mal, parce qu'on a quand même tendance à penser que c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de transport. C'est vrai que des kiwis bio, je sais pas moi, des produits bio qui viennent de très loin, on n'a pas très envie, que des avocats bio, on n'a pas très envie quand même. Donc local, c'est quand même pas mal à partir du moment où ça économise le transport. Et après, il y a cette chose dont on a parlé assez rapidement, qui est le bio-industriel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tomate bio dans un supermarché, elle coûte plus cher que la tomate pas bio, elle n'est pas toujours meilleure en fait. En revanche, les tomates locales de paysans, bio ou pas tout à fait bio, elles sont vraiment meilleures. Donc c'est vrai que là, il y a un peu une difficulté par rapport au choix qu'on peut faire. Ok, alors je vais un petit peu préciser les choses. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Et ce qu'il y a d'important dans le local, c'est quand il peut y avoir une relation de confiance et de proximité. Donc il y a ce lien très concret à la production et à la consommation, où du coup ce lien fait que de toute manière, ton agriculteur ou ton paysan ne va pas faire pousser sa courgette de la même manière. Et c'est ça qui compte. Mais si je dis ça, c'est que dans beaucoup de politiques publiques, quand même, il faut aussi se rendre compte que, par exemple, là, on est dans un établissement qui doit dépendre de la mairie de Bordeaux, et il y a beaucoup de mairies qui vont passer des contrats pour les cantines, où le critère, ça pourrait être le local. Et là, ce lien n'existe pas. En réalité, il n'existe pas, celui dont tu parles. C'est-à-dire que tu vas avoir du plat qui va être livré à des hôpitaux, etc. Et donc là, tu ne vas pas savoir si ta tomate, elle va... Donc voilà, il faut aller un cran plus loin. Et la deuxième idée, c'est, moi, ce lien au local... J'en ai parlé avec un Écossais qui me disait, alors Écossais avec des races de moutons dont j'ai oublié le nom. Il me dit: moi, t'es gentil, qu'est-ce que ça veut dire mon local? Moi, j'ai une densité de population de 3 habitants au kilomètre carré. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'agriculteur qui gère des espaces qui ont un intérêt de biodiversité de fou à l'échelle européenne, si je ne suis pas local, je n'ai pas le droit de produire. Donc voilà, ça complexifie un petit peu l'équation. On voit ça d'un point de vue urbain, ça marche très bien pour les légumes. Dès qu'on sort sur des trucs qui sont un petit peu à plus grande échelle et qui accompagnent l'élevage et les cultures, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. On voit ça simplement, Ouais. parce qu'on a la chance d'habiter à Bordeaux. C'est que, on a des marchés fameux, et aussi on a la chance d'habiter à Bordeaux, et donc on a des marchés fabuleux où on rencontre les producteurs qui ne sont pas forcément bio et qui vont nous dire: mais moi, mes tomates, vous savez, je ne les traite pas tant que ça, je suis en plein champ. Je ne suis pas en bio, je suis en plein champ. Donc on a ça, c'est peut-être mieux que la tomate qui est élevée dans un sac, où il y a juste, moi j'en ai vu des tomates bio élevées dans un sac, franchement ça n'a aucun intérêt, aucun goût, et voilà, et ça c'est vendu chez, je sais pas, on va pas dire. Et puis aussi on est en Aquitaine, région, première région de production de France, donc on a tout. Alors nous on peut manger local, c'est pour ça qu'on ne comprend pas quand on nous dit qu'il ne faut pas manger local. Enfin moi je comprends pas. Ah non mais... Je voudrais bien reparler. Faut pas faire le cas. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger local. Faut pas. J'ai dit juste que c'est un peu plus compliqué que le local nous sauve. Oui.
moi je vais vous dire une chose, c'est que je pense que de l'expérience que j'ai, en tout cas de moi en tant qu'agricultrice et les autres que je connais, en fait, on est quand même très fiers quand on se fait certifier agriculture biologique. Agriculture biologique, c'est le fondamental. Tous les fondateurs, les pionniers, les Claude Aubert, moi, mes parents spirituels dromois étaient les pionniers d'Agri-Biodrome, qui était un des premiers du bio en France. C'est vraiment eux qui ont dit l'agro-industrie c'est mortifère, ça tue la biodiversité, ça emmène les paysans au suicide, ça fait pas vivre c'est un paysan et ça ruine tout ce qu'on peut imaginer qui existe. Et donc c'est le bio qui a quand même qui a réussi à sortir les paysans de la misère, c'est quand même une réalité. Donc être certifié bio, c'est une valeur fondamentale pour encore beaucoup de jeunes qui s'installent et qui voulons vraiment défendre ces valeurs. Donc moi je dirais qu'il faut pas opposer le bio et le local. Ce qu'il faut c'est manger bio et local. Et le local c'est pas forcément 1 kilomètre parce que sinon on sera tous obligés de manger que ce qui pousse à 1 kilomètre autour de chez nous, donc on sera quand même un peu triste. Mais disons ça peut être une sorte de biorégion parce que heureusement on a quand même en Europe et en France des territoires différents. On va quand même pas pouvoir faire pousser tout partout. Ça serait une autre utopie que l'agro-industrie, ça marche pas non plus. Donc n'opposons pas et mettons ensemble bio et local, c'est le mieux. Désolée, notre deuxième micro a lâché là, sous que Étienne va faire un peu de sport. Bonsoir. Donc, moi, je voulais revenir sur le domaine du possible. En tant qu'enseignante, je suis fascinée et je suis depuis un moment cette expérience. Et je voulais savoir si, en fait, ça suscitait des vocations chez les enfants. Qu'est-ce que ça produisait en réalité j'imagine que le programme pédagogique, c'est pas passer la journée à jardiner. Enfin, je sais bien qu'il y a un programme pédagogique, voilà. Mais je voulais savoir ce que... Alors, au-delà dont on sait des bienfaits que ça a produit, de pouvoir vivre en plein air, avoir des activités où on peut décharger des tas de choses, mais est-ce que derrière, en fait, il y a une prise de conscience et des vocations qui sont suscitées? Oui, il n'y a pas tant d'années de recul que ça, parce que l'école a été créée en 2015, donc les premiers sont rentrés, ils étaient petits en plus. Donc il y en a quand même quelques-uns, donc l'année dernière, qui ont passé le brevet, qui l'ont tous reçu avec vraiment des très bonnes notes. De là à dire qu'il y a déjà des vocations, en plus c'est pas, moi je suis vraiment côté plutôt formation adulte, donc je les vois quand même, mais je sais pas le public, je les connais pas individuellement, donc je suis vraiment pas la bonne personne pour vous répondre. Mais je peux parler d'une au moins, qui s'appelle Thaïs, et qui est dans cette école depuis le début et qui a passé son brevet l'an dernier et qui veut vraiment, qui s'est prise d'amour pour les chevaux depuis toujours. Et donc là, elle est rentrée dans notre équipe agricole en tant qu'apprentie palefrenière soigneur. Donc après, elle va peut-être devenir monitrice et passer ses savoirs à la Sens, qui est la grande école avec qui on est partenaire sur l'éthologie. Et donc par exemple, voilà, ça a créé cette vocation et donc elle est très contente d'être avec nous en tant qu'apprentie palefrenière soigneur. Après, je pense quand même, il y a aussi des enfants que je connais qui avaient vraiment des difficultés et qui ont réussi à s'exprimer par la musique. On a tout un partenariat avec Orchestre à l'école, parce qu'effectivement, donc, le tronc commun des savoirs de base est enseigné évidemment, et les enseignants permettent en plus à chaque semaine, les enfants chantent, enfin, c'est quasiment chaque jour, mais chaque semaine, ils jouent un instrument, ils font du cheval, ils ont un grand atelier d'art plastique, et le jardin et la permaculture, donc, en plus des troncs communs, tout en ayant en plus les démarches projets, etc. Alors voilà, il n'y a pas assez de recul pour vous dire comment dire, les vocations, mais quand même, quand vous voyez les enfants, ils sont, je veux dire, il y a une ambiance quand les gens viennent qui est vraiment très spontanée. Moi je trouve que quand je leur fais tous les ans une petite interaction sur la permaculture, la ferme et tout, il y a une grande maturité et ils n'oublient pas de poser les questions qui fâchent, on va dire. Et en même temps, une grande joie. On voit vraiment, la dernière fois, je passe dans les cours et tout, ils sont là en train de peindre ensemble, et puis après, ils font un petit journal. Enfin, je trouve que ça crée quand même, je ne sais pas si on peut déjà parler de vocation, mais il y a un enthousiasme très perceptible, quoi, très sensible. Excuse-moi, je voudrais juste revenir au bouquin, parce que c'est quand même sur Actes Sud. Mais pour nous, c'était très important, tu as parlé de musique. Dans le bouquin, vous feuilletterez, il y a aussi des dessins qui sont artistiques.
et qui sont purement artistiques. Et pour nous, c'était très important d'avoir aussi ce registre. Hein. On va parler de kilos d'azote, de trucs un peu d'agro, quoi, en clair. Je pense qu'on va parler de nourriture, mais c'était hyper important pour nous d'avoir dans le livre ces illustrations qui donnent le côté sensible et qui font rêver, qui sont importantes dans l'inspiration. Encore autre chose. J'avais deux questions un peu qui n'ont rien à voir. Si cette école, en fait, du domaine des possibles était accessible au plus grand nombre, donc là on parle de sous, et après on parle label parce qu'on parle d'un bio européen, d'un projet européen. Est-ce que ce label bio européen, quand vous disiez on est très fiers d'avoir le label, mais le bio industriel a ce même label, donc est-ce qu'il y a des projets d'affinage de label, parce que nous on est proche de l'Espagne, on sait très bien comment ça se passe le bio en Espagne, c'est de l'exploitation humaine en particulier, donc comment s'y retrouver? Tu veux que je parle d'abord? Alors, sur l'école, en fait, donc effectivement, c'est une école privée qui ça coûte environ entre 400 et 500 euros par mois, donc effectivement, c'est pas accessible à tout le monde. Après, le fonds de dotation, en fait, les propriétaires ont donné les terres à un fonds de dotation qui s'appelle Antoine Capitani, et ce fonds de dotation donne une bourse à la moitié des élèves, grosso modo, pour les aider à accéder à l'école. Après, heureusement, les conventionnements, donc pour pouvoir être conventionné, une école doit avoir au moins 5 ans d'ancienneté. Donc les conventionnements avec l'État, petit à petit, permettent de réduire les charges et donc aussi, à terme, on peut espérer de rendre l'école plus accessible. Mais donc voilà, ça prend du temps, ça prend son temps. Et juste pour le bio, je vais laisser Xavier répondre, mais je voulais quand même vous dire que pour moi, on a parlé d'agroécologie, le bio est déjà la pierre angulaire, le niveau zéro, on va dire, commun de tous ceux qui sont au service du vivant. Et l'agroécologie, c'est plus que bio. On va plus loin que le bio. Donc j'aime bien, du coup, vu que certaines personnes disent agroécologie, mais sans être bio, j'aime bien utiliser agroécologie biologique. Au moins comme ça, c'est clair. Mais ça n'existe pas encore en forme de label. Oui, non, mais vous avez raison. C'est clair qu'il y a un enjeu très fort au niveau du label. C'est des courants qui sont des débats qui sont très très forts au sein du monde de la bio. Et d'ailleurs, c'est très dur d'avoir des chiffres là-dessus, c'est-à-dire quelles sont les parts de production qui sont produites sur un mode industriel ou sur un mode plutôt déjà agroécologique. J'aurais tendance à dire, mais justement, j'ai pas les chiffres, j'aurais tendance à dire que les dérives les plus nettes, elles sont quand même en Espagne, puis il y a aussi le sud de l'Italie, qui a ces problèmes avec les tomates, en fait, dès qu'on est sur l'industrie. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a vraiment un enjeu pour faire bouger les choses. Et c'est ce que vient de dire Émilie. Je pense que si on est sur des repères qui sont sur l'écologie, vraiment, donc sur l'agroécologie ou bioécologie, ça donne des repères pour pouvoir faire évoluer la réglementation dans un sens. Le côté positif qu'il y a dans les signaux politiques aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le vivez, mais l'enjeu de la biodiversité, moi ça fait 30 ans que je bosse sur la question. Jusqu'à assez récemment, on me disait « Ah oui, t'aimes bien les petites fleurs, les petits oiseaux ». J'étais vraiment rigolo, quoi. Aujourd'hui, la question de la biodiversité, elle devient vraiment prise au sérieux. C'est-à-dire que quand je reprends l'exemple des insectes sur le pare-brise, là, il y a une prise de conscience et je pense qu'il y a des débats au niveau de l'Europe, il y a des courants qui sont extrêmement contradictoires, mais il y a des débats au niveau de l'Europe qui font que ces enjeux de fonctionnement, d'écologie et des paysages deviennent quelque chose qui existe au moins dans le débat. Donc ça, c'est une source d'espoir. Après, c'est le timing. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le timing. Mais au niveau de l'évolution des idées, c'est clair qu'il y a quand même des clignotants qui n'étaient pas là il y a même 5 ans. Hein, donc, ça répond imparfaitement à votre question. Voilà. Une petite question sur ces paysans donc, qui designent le paysage, mais qui pourraient en fait rendre des services environnementaux, donc sur la question des paiements pour services environnementaux. Aujourd'hui, quels sont les outils? On a vu avec la PAC, c'est un peu vide. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces aspects-là?
puisque dans le livre, on traite justement de l'impact de l'agriculture sur la biodiversité. Comment favoriser ça? Voilà, sur cette question, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a la réponse depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on le cite dans le livre, il y a un économiste anglais qui s'appelle Anne Buckwell, qui avait déjà identifié tous les problèmes de la PAC, c'était pas très difficile, et qui proposait conceptuellement d'avoir ces paiements pour services environnementaux, qui avaient été déjà un peu mis en œuvre en Suisse. Enfin bon, bref, il y a toute une... Donc, sur ce qu'il faut faire, on le sait, c'est-à-dire... Il y a 60 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour la politique agricole commune. Aujourd'hui, ils sont dépensés purement sur des bases historiques à l'hectare, et donc il faut les conditionner à des pratiques qui sont favorables à l'environnement. Et donc les composantes de ces pratiques, c'est celle de l'agroécologie. C'est absence de pesticides, donc on va retrouver la bio et l'aide au maintien de l'agriculture biologique dont je parlais. L'extensivité de l'élevage, qui est mal pris en compte aujourd'hui, et tout ce qu'on appelle les infrastructures écologiques, donc les haies, les bords de champs, etc. Avec ces trois composantes, on sait déjà, et il y a déjà des dispositifs qui sont testés, après dans le détail on pourra toujours en discuter, mais il y a déjà des dispositifs qui sont testés. Et donc ce qu'on défend dans le livre, c'est que l'intégralité du budget de la PAC devrait servir à payer ces services environnementaux. Et du coup, les marchés, de toute manière, parce que tout le monde devait dire, ah ouais, mais qu'est-ce que ça fait sur les marchés de produits agricoles? Les marchés de produits agricoles, ils s'adapteront en fonction de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés, ils écrasent les écosystèmes, et de toute manière, ça met en péril la production agricole même. Donc, ça doit être le cœur de la politique agricole commune. Ça ne peut pas être juste une option qu'on rajoute, un top-up qu'on rajoute très rapidement. Bonsoir, merci. Comment voyez-vous la place de la SAFER dans cette agroécologie pour l'avenir? Je veux bien, c'est comme tu veux. Ah, donc les SAFER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les établissements qui gèrent l'allocation du foncier quand il y a une vente de terre. Donc c'est les organismes qui décident à un niveau départemental qui va récupérer les terres. Alors cette question du foncier, elle est hyper importante. Nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que vous avez Terre de Liens, par exemple, qui s'intéresse à cette question du foncier. Ça va beaucoup trop lentement. Les chiffres, hélas, montrent que la redistribution de foncier ne suffit pas à faire émerger une agriculture agroécologique, pour le dire vite. Donc, pour nous, la clé, elle est beaucoup plus au niveau des normes de production même. Donc je reviens là-dessus, c'est sur les certifications de produits phytosanitaires qui sont faites de manière indigne, il faut le clair. C'est les normes sur l'élevage industriel et c'est les paiements. Après, la question du foncier va devenir assez secondaire. Mais une théorie d'action qui consiste à dire on va redistribuer les terres aux agriculteurs qui sont les plus aptes à faire de l'agroécologie, c'est tout à fait louable, mais d'un point de vue de la transition, je pense que c'est dérisoire. Je suis désolé de le dire, on a bien un peu cru, mais... Oui, bah, du coup, juste pour la SAFER, parce qu'effectivement, l'accès au foncier des paysans, c'est vraiment une grosse problématique en France. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, notamment sur des grandes fermes. Une grande ferme, en France, un hectare, ça vaut entre 10 000 et 30 000 euros, voire plus selon l'endroit où c'est. Du coup, vous vous rendez compte, quand vous devez acheter quelque chose qui fait 100 hectares, plus les bâtiments, plus l'outil de production, enfin, on est sur des montants, vous vous entêtez pour votre vie entière, sachant que vous allez avoir du mal à gagner le SMIC. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'une des solutions est l'agriculture de groupe, parce qu'au moins on mutualise l'investissement et on mutualise aussi la production, la commercialisation, etc. Mais juste pour vous dire, je vais vous parler d'un exemple pour la SAFER, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une réforme profonde de ça, et surtout qu'elle représente une politique agricole. Moi, avec Franck, on a voulu s'installer, on a trouvé des terres qu'on a louées, et ensuite on a voulu devenir propriétaire pour avoir quelque chose qui soit quand même... À nous, c'était pas d'être propriétaire pour être propriétaire, mais d'être sécurisé sur là où on était en train d'installer notre ferme. Il y avait un agriculteur du coin qui voulait bien nous vendre 5 hectares.
Et du coup, on avait tout réussi, c'est-à-dire que la mairie était d'accord, le paysan était d'accord, les voisins étaient d'accord, nous ça allait, la banque était d'accord. On fait la réunion sur le terrain avec tous ces gens-là, et là ça fait. Et donc là, tout compte fait, ils mettent, alors que jusqu'à présent ils n'avaient pas dit dans l'étude qu'il y avait un problème, ils mettent au final le terrain en commission, et donc ils ont décidé de l'attribuer aux paysans conventionnels qui étaient là à côté et qui avaient déjà 300 hectares. Donc nous, 5 hectares, on pouvait créer notre ferme. On était jeunes agriculteurs. Avec Franck, on a voulu prendre le parti, on prend le truc officiel. C'est-à-dire brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, jeune agriculteur, donc vraiment on prend la voie classique agricole, chambre d'agriculture et tout ça. Et donc on n'a pas gagné. C'est-à-dire que les 300 hectares à côté, on a perdu. Et donc là, par exemple, on a réussi enfin à acheter pour faire notre ferme, 4 ans et demi de papier pour pouvoir avoir le permis de construire. Du coup, on fait faire l'évaluation par la SAFER qui nous attribue le truc. Et du coup, 1 an et demi après, on se rend compte qu'en fait le papier était trop vieux. Donc je leur dis, bon bah là, le papier est trop vieux pour le permis. Oui, bah alors si vous êtes très pressé, vous payez 600 €, je vous le refais demain. Si vous êtes moyen pressé, je vous fais ces 300 €, vous l'avez dans 2 mois. Et puis si vous n'avez vraiment pas de moyens, c'est dans 6 mois et ça coûte 100 €, grosso modo. Hein. Et donc du coup, on a mis les 600 € alors qu'on gagne 1200 € par mois, donc il faut voir ce que ça représente, et pour avoir le truc rapidement, pour pouvoir faire notre saison, vous voyez. Bref, donc là je vous parle de témoignages de terrain, il n'y a pas une prise en compte. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a que 1% des Français qui produisent de la nourriture pour les gens. Il y a de très nombreuses fermes vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Et il y a donc un enjeu de société majeur. Comment c'est possible que les gens qui doivent aider les paysans à s'installer aient ce genre d'attitude? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Non, je ne comprends pas. Voilà. Après, juste parce qu'il ne faut jamais faire de généralité, j'espère que dans plein de affaires, il y a des gens intelligents qui œuvrent bien. On peut espérer ça, on va compter sur les ressources humaines internes. Voilà. Je crois que vous tenez le coup, même s'il fait nuit, là. Oui. Constance me disait justement que... Oui, on va clore un petit peu... On peut discuter en buvant un petit verre. Formidable. Partager les expériences local. les uns les autres. Un verre local. Un verre local. Un verre local, Oui, ouais. exactement. Très local. J'étais en train de réfléchir à l'étiquette. Justement sur ces questions, pour finir, le côté ubuesque complètement de la paperasserie nécessaire pour s'installer, tout ça. L'ouvrage de Xavier Noulian est très éclairant et on l'évoque rapidement dans l'exposition, en tout cas en présent Xavier Noulian et sa ferme dans l'exposition. Voilà, merci beaucoup à nos invités, merci à vous public.